et coordinateur du département culture, surintendant aux biens et activités culturelles, M. Roberto Domene, qui est enfant du pays, étant lui aussi de Saint-Nicolas. Et je vous salue aussi en mon nom personnel, bien évidemment. Le thème proposé cette année pour la conférence annuelle, Transmission, Revitalisation, Normalisation, est un thème de grande actualité et en même temps un thème qui s'insère parfaitement dans la politique culturelle de l'assessorat de l'éducation et de la culture. Assessorat qui depuis toujours déploie une intense activité en faveur de nos langues et instituts minoritaires, notamment du franco-provençal, de notre patois, et une activité qui doit être de plus en plus avisée du fait que nos patois sont en train de perdre du terrain, malgré les efforts et malgré quelques signes de reprise. L'assessorat, évidemment, continue l'activité liée au concours Serlogne. Le concours Serlogne est né ici à Saint-Nicolas en 1963 grâce à René William. Aujourd'hui, on continue cette activité avec la collaboration du Centre d'études franco-provençales qui est aujourd'hui bien représenté ici à mes côtés. Parallèlement, il a été introduit le patois dans l'enseignement scolaire en Vallée d'Aoste. Depuis 1995, nous organisons des cours de patois à plusieurs niveaux. Sur le plan scientifique, nous continuons l'activité liée à l'Atlas des patois valdôtains et à la enquête toponymique en Vallée d'Aoste. Dans le cadre de la loi 482 de l'État, il a été institué un guichet linguistique, c'est-à-dire un médiateur linguistique entre la population et l'administration publique. Dans le domaine transfrontalier, avec le partenariat du Piémont, de Savoie et Haute-Savoie, nous sommes en train de mettre en chantier un projet Interreg portant sur la valorisation du patrimoine culturel immatériel dans une perspective touristique par l'utilisation du franco-provençal. Au mois de mai dernier, la région Rhône-Alpes et la région Val d'Aoste ont signé une charte de coopération interrégionale et transfrontalière pour le développement du franco-provençal. Et hier après-midi, la première conférence interrégionale et transfrontalière pour le franco-provençal s'est réunie dans notre assessorat en la présence de M. Belkacem Lounès, conseiller régional de la région Rhône-Alpes, Jean-Baptiste Martin, conseiller scientifique de la région Rhône-Alpes, qui aujourd'hui sont présents dans cette salle, notre assesseur Émilie Rini, moi-même, Marbron, maire d'une commune haut-savoyarde qui a adhéré à ce projet, et nous avons entamé une réflexion sur les actions à mener dans le cadre de cette charte de coopération. Cela dit, il ne faut pas tout de même lâcher la prise. Transmission et revitalisation doivent être deux mots-clés inspirant notre politique culturelle des années à venir. Nos patois sont un patrimoine qu'il ne faut sauvegarder à tout prix, il ne faut pas abandonner. Il faut les transmettre aux jeunes afin qu'ils en assurent la perpétuation aux générations futures. Je remercie les conférenciers qui ont répondu favorablement à notre appel. Je remercie tous les participants qui, encore une fois, ont démontré de l'intérêt pour ces thèmes et leur attachement à la cause du patois. Je vous souhaite une journée de travail profitable dont les résultats seront publiés dans les actes du colloque et je vous souhaite bien sûr un bon séjour à Saint-Nicolas. Merci. Et je passe la parole au syndic, au maire, syndic comme on dit chez nous, de Saint-Nicolas, Davide Sapinet. Oui, merci Saverio. Bonjour madame, bonjour monsieur, et
bienvenue à Saint-Nicolas, le salut de la part de l'administration communale. Un remerciement particulier aux autorités et aux amis présents, M. Joël Farco, conseiller régional, au surintendant Roberto Domene, au responsable du BREL Saverio Favre, au responsable de l'Union de la presse francophone François Stevenin, qui est ici avec nous même cette année, au directeur du centre Christiane Dunoyer, avec laquelle il y a une collaboration toujours active et toujours plus forte. Et un remerciement tout particulier au nouveau président du Centre d'études franco-provençal, M. Bruno Domene. Un merci de tout cœur de la part de l'administration communale, car Bruno, il a accepté cette charge dans cette année, dans un moment très difficile, un moment très délicat, mais je suis convaincu, je suis sûr qu'on pourra travailler très bien ensemble avec toutes les années que nous attendent. On a travaillé ensemble en administration communale, moi dans sa équipe, lui dans la mienne, et donc je crois que c'est l'homme qu'il faut en ce moment. Donc, merci Bruno. Un merci à tous ceux qui ont travaillé pour la préparation de cette conférence, Rosito Champretavi et Brigitte Miron, qui dans ces jours ont travaillé beaucoup. Et un remerciement même à tous les opérateurs touristiques de Saint-Nicolas qui ont supporté le centre et ont aidé la commune pour toute la préparation. Donc l'hôtel Bellevue qui nous a ouvert ses portes aujourd'hui, l'hôtel Saint-Nicolas où après on va prendre notre déjeuner, et même le bistrot gourmand et le foyer qui avaient donné leur collaboration. Donc ça c'est très important pour une petite communauté comme la nôtre. Une petite intervention institutionnelle, mais de réflexion sur les sujets que vous proposez cette année, des sujets qui doivent nous intéresser comme administrateurs, mais même comme citoyens. Transmission, revitalisation et normalisation du patois. Donc, chacun doit faire sa partie, et nous sommes là pour la faire, comme administrateurs, sûrement, mais même comme citoyens. Transmission. La transmission du patois, c'est simple. Il faut parler le patois aux petits-enfants. Je suis un père de famille, et l'autre jour, m'ont dit, mais ta petite, il a 2 années, il parle seulement le patois. Tant pis. Je crois que maintenant, on va commencer à lui parler même anglais, italien, français, et nous avons notre amie Natalia qui va parler 15, 16 langues, Donc un engagement comme citoyen, il faut parler le patois aux petits, il faut le parler quand ils sont dans le chic club, quand ils sont dans l'école, quand ils sont en famille. Et une œuvre de revitalisation, ça plutôt comme administrateur, on a travaillé très bien dans ces années passées avec le centre, on va travailler toujours plus, même si le moment est difficile. Il y a un engagement de la part de l'administration communale de Saint-Nicolas. Les administrations doivent donner des réponses et doivent agir. Pas trop bavarder, mais agir. On a cherché de le faire dans cette année. On a donné déjà des petites réponses. On a ouvert un bureau du centre chez la mairie de Saint-Nicolas. C'est un petit résultat, mais important et significatif qui a permis d'avoir l'employé du BREL toujours ici à Saint-Nicolas. Maintenant, on a ouvert une table de discussion avec l'assessorat. Nous sommes là pour chercher de résoudre quelques problématiques que le centre d'études il a en ce moment, problématiques liées à la structure. Donc, nous sommes en train de travailler en cette direction et j'espère être ici en 2016 pour donner des bonnes réponses, des bonnes nouvelles. Il y a un engagement de la part de tout le monde, Région autonome Valle d'Aoste, assessorat à l'instruction et culture, centre d'études et commune de Saint-Nicolas. Donc, il faut travailler pour rejoindre le but.
un lieu important, le centre, un lieu prestigieux, un lieu qui a besoin de Saint-Nicolas et Saint-Nicolas a besoin de ce lieu. Moi, je termine en remerciant vous tous pour la présence, pour le travail que vous allez faire aujourd'hui et pour le travail que vous faites pendant toute l'année pour sauvegarder, pour soutenir notre patois. Merci, bon travail et bonne journée à tout le monde. Je passe la parole au nouveau président du Centre d'études franco-provençal, un autre enfant du pays, Bruno Domene. Merci Syndic aussi pour tes belles paroles. Autorités présentes, mesdames et messieurs, bonjour à tout le monde. Bon, je comprends bien que vous seriez un peu désorienté par rapport à ce qui était disons, le programme des interventions. Après, le syndic a dit autre chose. Non, je voudrais éclaircir, je ne suis pas Christian Dunoyer. Et bon, entre chacun d'entre vous, il serait un peu, comment dire, un peu comme ça. Mais ne vous tracassez pas, elle suivra pour la partie scientifique. Nous avons l'honneur de l'entendre tout de suite après ma petite intervention. À moi, seulement, comment dire, l'honneur de vous donner l'accueil, de vous accueillir et de vous donner quelques informations sur notre centre. Bon, d'abord, permettez-moi, en tant que président du Centre d'études franco-provençales René Villien, de donner la bienvenue de la part du bureau de la présidence, bien sûr, aux amis conférenciers, qui, sans eux, pas de conférence. Alors, je les remercie pour leur précieux engagement. Et qui parmi ont même parcouru, parmi leurs, il y a quelqu'un qui a même parcouru des distances plutôt importantes. Le record cette année appartient au Canada, merci encore. C'est pas derrière l'angle. Au public présent, sans doute, nombreux, ça nous fait plaisir pour le soutien. Même si cette année, nouveauté, la technologie nous a permis en quelque façon de rejoindre un public assez plus vaste, merci à Internet. On rejoint les différents coins du monde avec une vidéoconférence. On a eu déjà de nombreuses attestations d'appréciation et ça nous fait plaisir. On espère que la technologie va nous aider, nous supporter pendant la journée. Alors je profite aussi pour saluer nos amis internautes, soit publics, soit conférenciers. On a une conférencière qui nous parlera de la Californie. Bon, nous voilà, c'est juste oui. On ne sent pas, vous n'entendez pas? Pas tellement. Je dois essayer de parler plus fort, on ne peut pas augmenter le volume. Bon, j'essaierai de parler avec une voix plus haute. Bon, je disais, nous voilà à ce rendez-vous traditionnel. Cette année, on aborde un problème, un sujet, pas un problème, les problèmes, je vous en parlerai après, un sujet, disons, technique, donc linguistique. Vous savez qu'on s'est donné un peu comme tradition d'aborder une année un sujet plus linguistique, donc plus technique, l'année suivante un sujet plus ethnologique. Mais bon, il ne vous dira plus à ce propos Christiane qui continue à être, en tant que directeur, le pilier des activités du centre et je profite pour la remercier pour son engagement. Alors je vais vous expliquer, à l'occasion des récents renouvellements des charges du bureau de la présidence, on s'est donné une nouvelle organisation qui on espère être plus flexible et nous permettre même de travailler d'une façon plus convenable, disons. Alors la structure prévoit justement un président, un directeur et les précieux membres du bureau qui je profite aujourd'hui pour les remercier pour leur engagement. C'est pas toujours facile de trouver des gens qui puissent donner du temps pour ces causes importantes. Et il y a même des jeunes là, alors ça c'est un bon espoir pour le futur, pour continuer à travailler dans les années suivantes. Bon, je voudrais de la même manière aussi remercier ceux qui sont les composants sortants du bureau qui nous ont aidés pendant ces années passées. À ce propos, permettez-moi de rappeler deux figures qui ont beaucoup travaillé pour notre centre, qui malheureusement ne sont plus physiquement, je souligne physiquement ici, avec nous. Il s'agit bien sûr de Madame Rose-Claire Chulet. Il suffirait de rappeler qu'il a été parmi les membres fondateurs du centre d'études, de notre centre d'études. Il est déjà tout dit. Et Madame Hilda Dalle, connue par tout le monde comme la maestre de verre. J'ai eu l'opportunité de les connaître bien pendant ces dernières 20 années de collaboration avec le centre.
Je synthétiserai dans une parole, on pourrait dire, deux grandes dames profondément passionnées de notre franco-provençal et en général de toute notre culture. Elles ont vraiment dédié toute leur vie, toute leur existence à la sauvegarde et à la divulgation de ce patrimoine culturel. Je voudrais lui adresser un applaudissement. Bien, mais comme elle, je suis sûr, elle voudrait, revenons à nos engagements. Les plus fidèles d'entre vous se seront sûrement aperçus que dernièrement, on a de notre nouvité, c'est-à-dire on essaye pendant ces dernières années de vous emmener par les coins de Saint-Nicolas, par-ci, par-là, dans une auberge à l'autre. Mais c'est de la stratégie touristique en accord avec la commune, vous penserez sûrement c'est ça. En réalité, l'a dit le syndic, malheureusement, la réalité est beaucoup plus pragmatique et plus difficile. On continue en effet à avoir des grands problèmes d'ordre bureaucratique et administratif pour notre siège. Ce qui nous empêche d'être là. Même aujourd'hui, on disait avec quelqu'un d'entre vous avant, c'est vraiment dommage car on a un siège beau, important et plein d'histoire. Je profite pour dire, si quelqu'un d'entre vous est présent n'a pas encore eu l'occasion de le connaître, on est disponible pour l'accompagner même dans cette journée pour le visiter. C'est ça, après, on va ajouter, le disait aussi le syndic, la difficulté du moment économique et financier. Eh bien, on ne pourrait vraiment pas dire que le centre est en train de passer un moment très facile, pas très évident, hein, malheureusement. Mais bon, on essaye de tenir bon, et bon, je ne vais pas vous ennuyer davantage ces arguments, même ils sont très importants. Mais j'espère, comme disait le syndic avant, de pouvoir avant tout nous retrouver ici l'année prochaine avec une nouvelle conférence. Mais par ici, j'entends surtout à notre siège. Je vais conclure, moi aussi, permettez-le-moi de remercier ceux qui ont permis la réalisation de cette édition de la conférence annuelle, en particulier l'assessorat régional d'éducation à la culture, par le biais opérationnel de la structure d'IBL. Je remercie son responsable Saverio Favre et tout le staff qui a travaillé, qui travaille encore. Merci à l'assesseur Émile Rini qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, mais qui encore tout dernièrement, avec une rencontre dont on a déjà parlé, il a assuré son soutien à notre organisme et en fonction des possibilités du moment, logiquement, quand vous savez, ce n'est pas toujours évident. Et je conclus, mais pas pour dernier sûrement, par remercier aussi la commune de Saint-Nicolas. Le syndic nous soutient, nous suit de très près les problématiques et nous accompagne dans ce défi, dans nos batailles pour défendre notre cause. Bon, je ne vais pas vous ennuyer davantage, je conclus moi aussi mon intervention pour permettre d'entrer dans le vif des travaux et je souhaite un agréable séjour à Saint-Nicolas et un profitable travail à tout le monde. Merci. Et je passe la parole à notre directeur Christian Dunoyer. Bonjour à tout le monde. Je rejoins ceux qui ont parlé avant moi dans mes remerciements à vous tous qui êtes là aujourd'hui. Remerciements à l'assessorat, donc à l'éducation et à la culture, au Brel en particulier, à la commune de Saint-Nicolas. Merci à vous tous qui êtes là sur cette table. Et il faut dire que face à l'adversité, on a quand même tissé de beaux liens d'amitié parce que voilà, on travaille vraiment en se serrant les coudes. Donc cela est quand même quelque chose d'important et qui restera. Et malgré les difficultés, on est en train d'assurer comme on peut l'activité scientifique parce que nous y croyons fermement. Le franco-provençal est un patrimoine de l'humanité, donc tout le monde peut en profiter. Et en plus, bon, évidemment, pour les locuteurs, pour les personnes qui habitent sur l'aire franco-provençale, c'est un patrimoine à valoriser encore plus et au jour le jour. Et ces personnes s'intéressent à son existence et à son devenir. Et donc, c'est notre devoir de travailler là-dessus pour pouvoir fournir tout le temps des réponses au cours voilà, de ces années de travail.
Alors, je voulais commencer avec quelques considérations pour vous illustrer un peu la genèse de cette journée, qui présente des aspects un peu innovants par rapport aux éditions passées. Premièrement, comme on a dit avant moi, le recours aux nouveaux moyens de communication que nous offre l'informatique pour une plus grande diffusion, évidemment, donc pour être, disons, à la portée aussi des personnes qui n'ont pas pu être ici aujourd'hui, qui sont trop loin ou qui sont retenus par d'autres engagements. Nous sommes en direct sur Internet et nous aurons aussi une liaison par Skype avec la Californie en fin d'après-midi pour donner la parole à quelqu'un qui aussi travaille dans ce domaine. Nous prendrons aussi les questions, donc ça signifie qu'à distance, les personnes pourront nous poser des questions et participer ainsi au débat. Deuxièmement, l'autre nouveauté, elle est plus au niveau des contenus. Bien sûr, c'est un thème nouveau, on va dire. Pour une nouvelle conférence, il fallait un nouveau thème. Mais c'est aussi l'angle de vue qui a un peu changé, parce que la langue ne sera pas uniquement abordée d'un point de vue interne à ces structures, donc pas essentiellement linguistique, mais on aura aussi l'occasion de nous positionner sur les enjeux et sur la langue en tant que manifestation humaine plus large, donc en focalisant sur les locuteurs, sur leur représentation de la langue, sur comment ils la parlent, comment ils la pensent et qu'est-ce qui s'attend de cette langue au futur. Donc, il y aura la langue, mais aussi ceux qui la parlent, leur envie de la transmettre, donc de la revitaliser et de réfléchir aux enjeux de tout ce qui concerne cette revitalisation, cette transmission, et donc aussi éventuellement la normalisation. Une série de constats et de réflexions se sont imposés à nous au cours de ces dernières années. D'abord, un débat souterrain, de plus en plus présent, je dirais presque un conflit à certains moments, qui faisait comprendre qu'il y avait des enjeux identitaires très forts autour de ces questions, donc autour de la transmission, de la revitalisation, de la normalisation. Et un conflit qui faisait comprendre qu'il y avait toute une série de représentations différentes autour de la légitimation, c'est-à-dire qui a le droit de parler la langue, qui a le droit de l'utiliser, de l'écrire, de la transmettre et aussi d'en parler. Parce que voilà, l'évolution est telle. Même le statut des locuteurs et des usagers de la langue a changé. Donc, il y a de plus en plus de personnes qui réfléchissent au pourquoi et au comment on parle une langue. Les locuteurs, disons, traditionnels qui parlent sans se poser de questions sont peut-être moins nombreux. Et il y a plus de personnes engagées dans la réflexion autour de la langue qu'ils pratiquent. Donc, tout cela est un facteur de changement qu'il faut prendre en compte. Exactement comme dans le monde scientifique, il y a eu un changement de focale, c'est-à-dire qu'avec la contribution de l'anthropologie, de la sociolinguistique, de certaines écoles de linguistique, les langues ne sont plus analysées simplement dans leur structure interne, mais elles deviennent un facteur social à appréhender d'une manière plus globale. Donc voilà, un autre facteur de changement dont on ne peut pas faire abstraction. Et puis, il y a les changements internes à notre société. Donc, d'un côté, la transformation de la sociabilité traditionnelle, c'est-à-dire que la sociabilité villageoise a explosé. Les gens sont mobiles, se déplacent, ont des amis, des connaissances et des relations professionnelles qui les portent même très loin. Voilà, les exigences de parler ne sont plus les mêmes qu'autrefois.
Et puis, les nouvelles technologies, ce qui fait qu'on peut envoyer des messages, on peut écrire à distance, on peut se téléphoner, donc parler à distance. Et tout cela a changé les enjeux de la communication. Le statut de la langue écrite et orale aussi a changé. Avant, on s'évertuait à parler comme selon la norme écrite. Maintenant, on écrit de plus en plus souvent comme on parle. Alors voilà, un autre facteur de changement important. Un autre facteur aussi, c'est la montée de l'insécurité linguistique. C'est-à-dire que de plus en plus, on se rend compte à tous les niveaux et dans des situations très différentes que les locuteurs, même les locuteurs confirmés, manifestent la nécessité d'avoir des références. Ils ne sont plus sûrs de comment on dit, de comment il faut parler, de ce qui est juste, de ce qui n'est pas validé par la tradition. Parce que même les vieux ne sont plus les vieux d'autrefois. Donc on ne sait plus à qui poser les questions et comment être rassuré dans son expression. Tout cela fait qu'une évolution s'est produite et qu'il est pertinent donc d'en prendre compte. D'autant plus qu'il n'y a plus cette frontière nette entre les locuteurs d'un côté et les chercheurs de l'autre. Il y a des chercheurs locuteurs, des chercheurs qui apprennent la langue pour mieux la comprendre. En même temps, il y a des locuteurs qui prétendent dire ce qu'ils pensent de la langue et de l'avenir qu'ils préconisent pour leur langue. Donc voilà, cette journée devrait être vraiment une journée de débat où tous les enjeux autour de cette triade langue, locuteur, territoire peuvent être évoqués autour de ces trois mots-clés qui sont si fondamentaux dans le débat. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est le débat qui le dit, qu'il est important, et je dirais même urgent, d'affronter cela. Donc il y aura quelqu'un qui parlera plus de transmission, quelqu'un qui parlera plus de revitalisation, quelqu'un qui fera plus référence à la norme. Mais en tout cas, il est vrai que ces trois notions se tiennent. Elles sont liées par toute une série d'enjeux très importants. La transmission peut être une forme de la revitalisation et en même temps peut mettre en question l'existence d'une norme. Et ce, dans deux sens. Car si la transmission nécessite un paradigme, par exemple, en même temps, l'émergence de catégories de nouveaux locuteurs, d'apprenants, ou de locuteurs bilingues ou plurilingues, ou de locuteurs bilingues depuis la naissance, ou bien de locuteurs bilingues devenus bilingues par la suite, tout cela bouscule les notions de langue pure, de langue maternelle. Donc voilà, tout est remis en cause. La revitalisation à son tour, notamment avec l'hypothèse d'une culture urbaine, post-vernaculaire, détachée de l'ancrage traditionnel au territoire, cela aussi transforme l'articulation autour de cette triade langue, locuteur, territoire. Le locuteur n'est plus forcément un enfant de cette terre, imprégné depuis la naissance des valeurs de cette terre. Ce qui préconise des formes de transmission autres par rapport à celles qui sont instaurées par la tradition et impose aussi un nouveau regard en général sur la langue. Et puis, voilà, cette fameuse question de la norme. Sa fonction ne peut guère être la même dans un contexte où la langue est vivante et que les locuteurs conservent leur propre usage et qu'ils défendent et qu'ils veulent le préserver à tout prix, ou dans un contexte où l'usage de la langue s'est raréfié ou carrément a disparu. Donc, des stratégies de revitalisation différentes qui font comprendre que toute cette question a de multiples facettes et qui, en même temps, fait comprendre que le débat a lieu d'exister. Et encore faut-il à tout prix
voilà, on peut encore se demander si, on va dire, l'algorithmisation de la langue est nécessaire pour une transmission dans un monde moderne, par le biais, disons, de stratégies modernes de transmission. Est-ce qu'il y a des risques? Est-ce qu'il y a des menaces? Voilà. Les locuteurs peuvent appréhender les choses d'une certaine façon. Les chercheurs ont peut-être d'autres points de vue. Il est intéressant que tout le monde puisse s'exprimer aujourd'hui et que cette journée puisse apporter des réponses à quelques-unes de ces questions. Pas forcément pour porter des véritables solutions, hein, des solutions définitives à des problèmes, mais pour indiquer des pistes de recherche, pour rebondir, pour tenter de dessiner quelque chose avec une rigueur scientifique, se libérer aussi un peu des conditionnements, disons, idéologiques de notre culture occidentale, toujours très hegelienne, je dirais, donc la thèse, l'antithèse, langue, dialecte, État, région, etc. Peut-être, voilà, il y a de la place pour autre chose, pour une synthèse plus ample, pour des représentations multiples qui trouveraient la place dans cet avenir franco-provençal qui va peut-être se dessiner et que, voilà, nous paraît maintenant contenir des éléments inconciliables, peut-être, aux yeux de quelqu'un, mais qui pourront trouver tous leur place et leur rôle. J'appelle le président de la séance du matin, le professeur Jean-Baptiste Martin, et je laisse la parole à vous pour la première partie de la journée. Comment? Ah bon, il faut parler comme ça. D'accord. Mais dis-moi, le micro. Le micro, on peut le laisser là ou il faut le tenir? Il faut quand même le tenir. Lorsqu'on parle. D'accord. Bonjour. C'est un plaisir pour moi de me retrouver ici à Saint-Nicolas, où je suis venu pour la première fois il y a à peu près 50 ans. À cette époque, je n'avais sans doute pas les cheveux aussi blancs qu'aujourd'hui. Et à cette époque, nous avions été accueillis par René Villien et participé à cette séance tous les grands noms qui ont marqué le franco-provençal. Et parmi ces grands noms, il y avait effectivement Madame Chulé, et je profite, comme cela a été fait, pour saluer sa mémoire, ainsi que celle de tous ceux qui nous ont précédés. Aujourd'hui, nous allons écouter, ce matin, nous allons écouter 5 séances, 5 personnes, donc 5 interventions. La première sera celle de Tullio Telmon. Tullio, je pense qu'il n'est pas nécessaire de le présenter, tant il est connu par chacun de vous, et c'est lui aussi un des piliers de ce centre, et donc j'en profite pour le remercier pour tout le travail qu'il fait, et remercier aussi tous ceux qui font fonctionner ce centre qui nous est très cher. Tullio va nous parler de la transmission d'une langue. Le titre de sa communication est « Transmission d'une langue de minimité ». Qui transmet, à qui, comment et pourquoi. Donc, tu réponds à ces questions. Merci beaucoup. Merci à toi, Jean-Baptiste.
Tout à l'heure, Madame Dunoyer invoquait l'insécurité linguistique. C'est justement au nom de cette insécurité linguistique que j'annonce que mon intervention ne sera pas en français, parce que ce n'est pas ma langue. Parlerò in italiano. Se facessi in francese gli errori sarebbero involontari, mentre facendolo in italiano, se ci sono degli errori, saranno tutti intenzionali e voluti. La lingua, vado per punti e spero di non esagerare. La lingua per il dialettologo. Come è ormai arcinoto, dal punto di vista linguistico, non esiste differenza alcuna tra il concetto di lingua e quello di dialetto. Detto altrimenti, ogni dialetto è una lingua, vale a dire un sistema di segni fatto per comunicare. Siccome però da altri punti di vista, per esempio quelli della diffusione areale o della dimensione sociale, tra dialetti e lingue permangono delle differenze, da qualche tempo a questa parte ho preso l'abitudine di parlare, anziché di dialetti, di lingue locali, facendo riferimento appunto alla discriminante areale. Che la si chiami lingua o dialetto o lingua locale, quell'entità che costituisce il nostro oggetto di studio ha comunque sempre un elemento comune, consistente nel fatto che si tratta di lingua naturale umana, di lingua cioè appresa da ogni essere umano per trasmissione orale da parte dei genitori e dell'ambiente circostante. Prego di riflettere molto su questi punti iniziali. Al concetto di lingua naturale umana si contrappone quello di lingua artificiale, che è invece il prodotto, come dicono Albani e Bonarroti nel dizionario delle lingue immaginarie, e cito, dell'elaborazione a tavolino di una o più persone non necessariamente appartenenti alla categoria dei linguisti di professione e, esempi, gli inventori di lingue ausiliarie internazionali, per esempio, sono per la maggior parte medici, ingegneri, matematici, sacerdoti, avvocati, maestri di scuola, poveri cristi. Questa è la citazione. Pare scontato che di questo concetto non si occupi, o che perlomeno non se ne occupi ex professo, né il dialettologo né, come vedremo tra poco, il linguista. Se aggiungiamo che ogni lingua naturale umana è costantemente sottoposta a due forze contrastanti, l'una delle quali, paragonabile alla forza centripeta della fisica, tende a condurre verso la convergenza, l'unitarietà, la norma, che è stata evocata stamattina, mentre l'altra, paragonabile alla forza centrifuga, tende per contro alla divergenza, alla variabilità, e se aggiungiamo anche che la tradizione testuale e discorsiva delle lingue locali, cioè dei dialetti, è quella dell'oralità, maggiormente soggetta alla seconda delle due forze su indicate, possiamo allora giungere all'identificazione del campo di azione del dialettologo. La lingua studiata dal dialettologo sarà dunque la lingua naturale umana osservata dal punto di vista della sua variabilità. Si dà il caso che il massimo della variabilità si concentri proprio nelle lingue locali, proprio perché locali, recanti cioè per definizione una differenziazione diatopica, che potremmo chiamare primaria, e perché dotate di una tradizione discorsiva legata all'oralità. Il dialettologo avrà allora come campo di studio preferenziale le lingue naturali umane locali. Questo non significa affatto che lingue prive del determinante locali non siano soggette alla variabilità. Significa semplicemente che lo studio delle lingue, anche quelle locali, dal punto di vista dell'invarianza e della regolarità, della norma, sarà il campo d'azione di un altro studioso, e cioè del linguista. Si spiega così perché, in Italia, la sociolinguistica si sia sviluppata come naturale e spontanea continuazione e come completamento dei compiti, studio della variabilità in ogni sua manifestazione,
che la dialettologia è andata sempre più assumendo nel corso dell'ultimo secolo. Secondo punto, lingue di minoranza e lingue di minimanza. Minimité era nel titolo che avrai sicuramente incuriosito perché è un neologismo. Delle molte definizioni, spesso differenti, per piccole sfumature, che sono state date al concetto di lingue di minoranza, che è un punto di vista oggettuale, o di minoranze linguistiche, che è il punto di vista soggettuale, continuo a considerare soddisfacente quella che anni fa, una ventina di anni fa, avevo affidato alla voce minoranze linguistiche del dizionario di linguistica curato da Gianluigi Beccaria. E cito la definizione. Minoranza linguistica: comunità più o meno numerose di parlanti la cui lingua materna differisce da quella sancita come lingua ufficiale dallo Stato di cui essi posseggono la cittadinanza. A rigore, nella situazione sociolinguistica italiana, dovremmo comprendere tra le minoranze linguistiche anche ciascuno dei singoli dialetti italiani che si contrappongono ovunque alla lingua italiana in una condizione di subalternità. Purtroppo una visione così realisticamente ampia della nozione di minoranze linguistiche si scontra con alcune comode concezioni riduzionistiche, prime fra tutte quelle che tendono a restringere il numero delle minoranze italiane dalle reali 8.000 circa, tante quanti sono i comuni, alle sole 13 maldestramente numerate e condensate nell'articolo 2 della legge 482/99, norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche. Ma si affaccia oggi, e sembra crescere sempre di più, un'altra concezione riduzionistica, più sottile e insinuante. La promulgazione della legge che citavo poco fa sembra avere scatenato una rincorsa al riconoscimento di più o meno vaste minoranze un po' dovunque, ed effettivamente viene da chiedersi, alla luce di quanto dicevo poco sopra, le 8.000 minoranze linguistiche in Italia, perché il Friuli debba essere beneficiato e il Piemonte no, perché la Sardegna sì e la Sicilia no. Sembrerebbe trattarsi comunque di processi positivi, se nasce la consapevolezza dell'essere minoranza è positivo. E lo sarebbero, se non fosse che puntualmente le proposte che vengono avanzate partono tutte regolarmente dalla, virgolette, premessa che nelle diverse aree regionali si parlino varietà diverse e che sia necessario ricondurle a un'unica norma superiore. Cito da De Blasi, 2010. Come lo stesso De Blasi puntualmente fa osservare poche righe più avanti, per chiarire meglio, cito, la ricerca di una norma locale regionale comporterebbe inevitabilmente la prevalenza di un dialetto sugli altri, poiché se davvero si vuol raggiungere una varietà comune, si dovrà pure accettare qualche rinuncia. In questa direzione, insomma, si cercherebbe un'alternativa rispetto a una lingua sovraregionale, ma in nome di un superiore interesse regionale sarebbero messe da parte definitivamente le varietà locali delle singole aree subregionali e dei singoli paesi. Fine della citazione. Che l'aspirazione ad una norma superiore si realizzi mediante la prevalenza per decreto di un dialetto, quello del capoluogo presumibilmente, sugli altri, o che si realizzi mediante la costruzione ingegneristica a tavolino di una norma astratta o di un impasto delle diverse varietà, si tratta sempre comunque di qualche cosa che nulla ha a che fare con quella lingua naturale, umana, di cui si parlava nel paragrafo precedente. Non mancano gli esempi in questo senso e non pare che abbiano prodotto risultati esaltanti, né nella Grande Occitania, né nel dominio franco-provenzale, né nel Friuli, dove non è bastato l'aver affidato l'operazione di normalizzazione alle abili mani del catalano Xavier Lamuela, né in Sardegna, e neppure nei Grigioni Retormanzi, dove i rilevamenti statistici sembrano mostrare che, obbligati a imparare il Romansh Grigion, una lingua sovralocale creata a tavolino e diversa da quelle parlate tradizionalmente, tra il 1990 e il 2000
il 10% dei sempre meno numerosi parlanti abbia finito per buttare alle ortiche, assieme al Romansch Grisum, anche le sue stesse lingue locali a favore del tedesco o dell'italiano. Questo appunto significa il neologismo minimanza. Definizione: sorta di minoranza linguistica non riconosciuta come tale né dalle istituzioni dello Stato, né dall'opinione comune, né da larga parte della ricerca scientifica di carattere sociolinguistico. Tipicamente, rispetto alle minoranze istituzionalmente riconosciute, parlo in Italia le 13 dell'articolo 2 della 482, possono essere considerate minimanze gli idiomi di piccole o piccolissime località, Celle San Vito, per esempio, le cui specificità rischiano di essere sottovalutate o misconosciute o indebitamente comprese in asserite ma spesso infattuali entità linguistiche sovraordinate anche da chi si professi difensore delle minoranze e dei dialetti. Terzo punto: trasmissione e acquisizione. Sulla scorta di una distinzione introdotta da Robert Lepage e André Tabouret-Keller, Natalia Biciurina, che mi ha fatto piacere incontrare e conoscere stamattina, rileva nel territorio tradizionalmente attribuito alle parlate franco-provenzali due situazioni nettamente differenziate. L'una diffusa, caratteristica dell'area centrale del territorio, corrispondente alle Alpi francesi, svizzere e italiane, e caratterizzata dalla persistenza dell'uso quotidiano delle lingue locali, e l'altra focalizzata, tipica delle zone periferiche e delle grandi città, dove invece le lingue locali non sono più parlate nella quotidianità. Un po' paradossalmente, la tabula rasa dialettale che caratterizza questa seconda situazione parrebbe la situazione più favorevole per introdurre e prescrivere quelle norme che le ormai languenti lingue locali non avrebbero posseduto. Come osserva ancora Biciurina, e cito: «Ainsi, la langue, telle qu'elle est vue selon les idéologies politiques et scientifiques des États-nations modernes, naît lorsque et parce que les pratiques linguistiques meurent». Muoiono le pratiche linguistiche, muoiono gli ultimi parlanti, muore la lingua. A rigore, se davvero venisse a mancare la trasmissione, i bambini non imparerebbero a parlare. Di fatto la trasmissione continua ad esistere e i bambini fortunatamente continuano a imparare a parlare. Ma imparano un'altra lingua, la lingua che in una specie di darwiniana lotta per la sopravvivenza risulta vincitrice. È accaduto quando i Galli hanno scelto di abbandonare le loro varietà del gruppo celtico per acquisire il più prestigioso latino. È accaduto quando i Franchi hanno lasciato la loro lingua germanica per i nascenti neolatini di Francia. La storia recente è ricchissima di episodi di questo genere. Si pensi ai grecanici della Calabria aspromontana, della cui dispersione e scomparsa ci dà testimonianza Francesca Stamuli in una bellissima tesi di dottorato. Si pensi al dialetto albanese di Villa Badessa, in Abruzzo, provincia di Pescara, il cui decadimento è stato descritto quasi come una sequenza al rallentatore da Perta Cicolone Canù nel 2014. Pur non essendo mai perfettamente identiche, le vite dei ciclici cambi di lingua finiscono poi per assomigliarsi, le vicende, per assomigliarsi tutte. Si pensi ad esempio ai patois franco-provenzali in area francese o svizzera, dove la relativa stabilità e durevolezza che pure le condizioni di diglossia avrebbero dovuto garantire, attribuendo al francese i registri alti e lasciando ai patois gli ambiti familiari, ludici, amicali dei lavori agricoli, è stata ben presto intaccata da politiche linguistiche centralistiche, aggressive, che hanno condotto dapprima a una dilalia. Il francese si è gradualmente imposto anche nei registri più bassi e quindi all'abbandono dei patois. A pensarci si ha netta la sensazione che la maggiore vitalità delle parlate franco-provenzali in Valle d'Aosta sia stata e sia in certo qual modo garantita o aiutata proprio dal bilinguismo italo-francese. Attenzione, non dal francese da solo, dal bilinguismo italo-francese nei livelli alti del repertorio.
Si direbbe che la necessità e la volontà di conservare l'equilibrio del bilinguismo ai livelli alti, nei livelli della comunicazione formale, lasci maggiore spazio all'uso dei patois nei livelli bassi. Non così nelle restanti vallate piemontesi di parlata franco-provenzale, dove l'erosione delle lingue locali era già incominciata molto prima che l'italiano si imponesse con la forza della sua autorevolezza e del miraggio di risalita sociale, con l'espandersi del torinese piemontese, portatore di prestigio in quanto lingua del commercio e della prima industrializzazione. Se ad esempio in Alta Valle di Susa il bilinguismo italiano-francese, che aveva caratterizzato gli usi formali, burocratici, amministrativi, culturali, scolastici, fino al termine della Prima Guerra Mondiale, fosse stato supportato anche istituzionalmente, garantendo cioè la continuazione della italo-francese e non la soltanto italianità, fino al termine è probabile che ciò avrebbe garantito anche una maggiore saldezza nella diglossia che affidava alle lingue locali i livelli bassi del repertorio. Così non è stato, i genitori hanno sempre più preferito, generazione dopo generazione e incominciando dagli strati sociali più alti per continuare fino ai più bassi, a trasmettere ai propri figli un magari inizialmente incerto italiano di grande e affermata comunicazione culturale e scientifica. A loro volta i figli hanno potuto consolidare le proprie competenze grazie al sistema scolastico e hanno infine consegnato alle nuove generazioni una lingua completa, capace cioè di coprire l'intero ventaglio della variabilità, giungendo per l'appunto fino ai livelli bassi del repertorio. Punto 4. I trasmettitori. Da quanto si è sinora esposto, appare ovvio che i naturali trasmettitori di una lingua naturale locale sono innanzitutto i genitori dei nuovi nati, che formulano la scelta del codice da trasmettere e forniscono la mole maggiore delle strutture linguistiche che il bambino assorbe attraverso un apprendimento largamente imitativo e in ogni caso informale. Il bambino impara a parlare perché chi gli sta vicino parla e gli parla. Faccio un po' di salti perché altrimenti abuso del vostro tempo e passo ai destinatari. Dei destinatari principali e naturali della trasmissione della lingua locale ho già ampiamente parlato. Per operare una sia pur fulminea verifica oggettiva di una situazione che in fondo tutti conosciamo bene, di grado zero dialettale presso i bambini che si affacciano al mondo scolastico, ho provato a sottoporre ad indagine gli alunni della prima elementare di 4 scuole di paesi di parlata franco-provenzale della cosiddetta Comba di Susa. Si tratta di 4 paesi che distano da 3 a 8 km da Susa: Giaglione, Meana, Novalesa, Venaus. Nelle pluriclassi delle 4 località i bambini di prima elementare sono complessivamente 21, 7 a Giaglione, 4 a Meana, 4 a Novalesa e 6 a Venaus. Inutile dire che per nessuno di questi 21 la lingua materna è stato il patois. Italiano per 20 di loro, polacco per un bambino di Meana i cui genitori sono entrambi polacchi. La gamma dei codici si amplia se passiamo alle lingue materne dei genitori. Padri, 14 hanno avuto come lingua materna l'italiano, 3 il piemontese, 1 il polacco, 1 un dialetto ticinese, 1 un dialetto siciliano, 1 un dialetto lombardo. Madri, 15 hanno avuto come lingua materna l'italiano, 3 il piemontese, 1 l'italiano, 1 l'italiano e il piemontese, 1 il polacco, 1 l'inglese. Come si vede, i patois non figurano in nessun caso. Saranno probabilmente da ritrovare, esattamente come nel caso già citato di Villa Badessa, nella generazione dei nonni, la mia. E qui posso effettivamente dare una conferma che deriva dalla mia esperienza personale. Il mio ingresso nelle scuole elementari avvenne nell'autunno del 1949, proprio a Giaglione, uno dei 4 paesi in cui ho indagato. Non so con precisione quanti fossero i bambini di prima elementare a Giaglione nel 1949, non lo ricordo. Certamente più numerosi di quelli di oggi per il fenomeno dello spopolamento. Quello che so è che allora l'unico italofono ero io.
Tutti gli altri parlavano lo zaglionie, il patois di Zaglione. Inutile dire che a riprova della funzione trasmissionale del gruppo dei giochi tra bambini di pari età, in capo a pochissimo, giocando con i miei compagni, anch'io parlavo il patois di Zaglione. 3 anni dopo scesi ad abitare a Susa, dove le lingue dei giochi dei compagni di scuola o di quartiere erano invece il piemontese o, nel caso degli immigrati, l'italiano. Nella nuova situazione il rapido apprendimento del piemontese, da parte mia, si accompagnò ad un altrettanto rapido abbandono del patois, tanto che ricordo ancora nitidamente, a distanza di tanti anni, il senso di vergogna provato quella volta che un ex compagno giaglionese incontrato al mercato di Susa mi disse, in tono di rimprovero: «Barzac spapilo zaglionie? Non parli più il giaglionese?» È da rilevare che quello stesso compagno, diventato genitore, ha poi allevato in italiano i propri figli, contribuendo al loro status sociolinguistico di semi-speakers o parlanti evanescenti, come dice Bruno Moretti. Sia a Zaglione sia a Susa io ero un nuovo destinatario della trasmissione linguistica e il ruolo di trasmettitore era stato assunto in modo implicito e naturale dal gruppo dei pari, gruppo che però era patoisan, cosa che oggi sarebbe comunque impensabile, non soltanto a causa delle mutate politiche di educazione linguistica degli attuali genitori, ma anche per il brassage sociale che con intensità crescente a partire proprio da quegli anni ha caratterizzato le regioni dell'Italia nord-occidentale. A riprova basti osservare il risvolto antroponimico sull'origine dei cognomi dei 21 bambini, anzi su quella dei 42 genitori. Di questi i cognomi valsusini sono 15 su 42, quelli non valsusini sono 25. Quando si parla di sush, e vediamo a che cosa si trasmette e il come si trasmette. Va premesso che una larga parte dei fautori dell'insegnamento formale è costituito, specialmente in Francia e in Svizzera, e per ragioni fin troppo ovvie, da neolocutori, quelli di cui parlava Christian Dunoyer poco fa. Da persone, cioè, che con grande volontà e spirito di sacrificio si sono imposte di apprendere la lingua. Se l'apprendimento avviene per immersione, è ovvio che la varietà appresa coincide con quella della località in cui avviene l'immersione. Se invece l'apprendimento è formale, se cioè avviene con le modalità che servono di consueto per lo studio di una lingua straniera, 2 passaggi sono necessari ed entrambi collidono, contrastano con l'ontologia stessa di una lingua locale. Primo, si deve ricorrere al mezzo della scrittura, mentre, come si è più volte ribadito, l'essenza della testualità discorsiva della lingua locale è l'oralità. Secondo, si deve tradurre in regole, in elementi cioè invariabili, ciò che nel dialetto è costituzionalmente affidato ad una più o meno ampia libertà di variazione. L'identificazione della lingua con la sua scrittura, che è un mezzo di semiosi secondaria e di unificazione normativa, conduce inoltre, quasi per attrazione fatale, gli adepti dell'insegnamento formale verso le spiagge della normalizzazione ortografica, poi della normativizzazione, quindi della standardizzazione. Si direbbe infatti che dia fastidio che in un certo territorio, del quale si dice che è occupato dalla famiglia linguistica tale, non sia possibile ritrovare una e una stessa lingua tale in ogni località, ma che anzi accada il contrario, che ciascuna località abbia invece una sua lingua e che di nessuna di esse si possa dire che proprio quella è la lingua tale. Così come paradossalmente l'esistenza in vita di parlanti nativi costituisce un intralcio all'armonico sviluppo di lingue finalmente e artificialmente standardizzate. E qui potrei citare una lunga fila di colleghi apprezzabilissimi, Robert Laffont prima di tutti. Merci. Tutto questo ci porta anche a fare una riflessione di politica dell'educazione linguistica.
Tanto la legge 482 quanto l'opinione prevalente, quanto ancora le risposte che dovunque vengono date dagli informatori a chi sta facendo indagini sulla percezione, l'uso, le dinamiche sociolinguistiche di una lingua locale, ci portano a dire che nell'opinione comune in questo momento, a distanza di 15 anni dalla 482, l'agenzia che dovrebbe farsi carico della trasmissione della lingua locale, nei casi soprattutto in cui la sua vitalità è fortemente affievolita, dovrebbe essere la scuola. Chiunque si interroghi, in 90 casi su 100, la risposta sarà che la scuola dovrebbe occuparsi di questo. Sarà davvero così? Vale la pena, prima di tentare una risposta a questa domanda, di vedere le risposte fornite in una ricerca svolta qualche anno fa nella occitanica Valle Maira alla domanda: si dovrebbe insegnare l'occitano ai ragazzi a scuola? In un campione formato da 34 intervistati, distribuiti per classi di età e di sesso, hanno risposto sì 21 informatori e no 13 informatori. Più precisamente, i risultati sono illustrati in una tabella che purtroppo non potete avere sotto gli occhi, ma è che di grande semplicità, e ve la illustro. Mentre le donne sono abbastanza equilibratamente divise tra le due possibilità offerte dalla domanda, sono i maschi che propendono decisamente a favore dell'insegnamento del dialetto a scuola, mostrando che la rinuncia alla responsabilità personale e familiare, che sembra sempre più tipica della società odierna, parte proprio dalla figura che tradizionalmente si è posta sempre come maggiormente distaccata rispetto alla famiglia stessa. Guardando poi più da vicino le risposte, nella loro articolazione completa, possiamo trovarne alcune non prive di interesse e non sto a leggervele partitamente. Questi esempi di risposte articolate ci fanno constatare che i livelli di consapevolezza sono in realtà molto più alti di quanto il semplice limitarsi alla tabulazione dei giudizi bipolari di tipo sì, no, avrebbe potuto lasciare supporre. Con grande lucidità gli informanti pongono infatti in evidenza praticamente tutte le principali obiezioni che la sociolinguistica, la dialettologia, la glottodidattica oppongono alle ipotesi di insegnamento scolastico delle lingue locali. Da quella più generale, consistente nella rivendicazione alla famiglia dell'insegnamento della lingua materna, al rischio di sottrarre tempo scolastico a insegnamenti più strettamente indispensabili, dalle difficoltà insite nel formalizzare l'insegnamento del dialetto, a quelle che deriverebbero dalla scelta di una varietà tra le altre e o da una normalizzazione standardizzante, fino alle difficoltà pratiche derivanti dall'assenza o dalla carenza di insegnanti adeguati al ruolo. La scuola è un'agenzia che dovrebbe occuparsi di educare i cittadini a un altro tipo di testualità, principalmente quello della scrittura, le abilità, leggere, scrivere e far di conto. In realtà, là dove si hanno queste risposte, ci troviamo di fronte a parlanti che hanno la perfetta consapevolezza di essere stati gli attori e gli autori di un'interruzione nella trasmissione. Nella maggior parte dei casi si direbbe quasi che se essi sostengono che sarebbe bene che la scuola si occupasse di assolvere a funzioni che dovrebbero invece essere state naturalmente affidate al loro ruolo di genitori, ciò sia dovuto ad uno scrupolo derivante dalla coscienza di aver rinunciato ad una precisa responsabilità. Demandano la mancanza di responsabilizzazione che è tipica dell'Italia. Demandano alla scuola ciò che essi non hanno saputo o voluto fare per salvarsi, come si suol dire, l'anima. Faccio un bel salto e passo al perché si trasmette, che è la parte conclusiva. Nel caso della trasmissione genitoriale di una lingua naturale umana, la risposta alla domanda, al quesito che ci poniamo tutti noi, è ovvia. Da quando l'uomo ha acquisito la facoltà di sviluppare suoni e la capacità di articolarli per formare segni sonori con lo scopo di comunicare, la trasmissione alle nuove generazioni ha la funzione di insegnare a parlare e a comunicare. E la lingua trasmessa si chiama lingua materna. Che cosa poi ne faccia chi l'ha ricevuta è questione di scelte personali,
condizionate naturalmente dal clima socioculturale in cui vive. Può decidere di trasmetterla ai suoi figli, ed è ciò che vivamente mi auguro, affidandole magari una funzione di lingua degli affetti e della comunicazione ristretta e ponendolo in una posizione di diglossia con una lingua di cultura e di comunicazione allargata. O può avviarla verso la sparizione, sostituendola con una varietà artificiale o non sostituendola affatto. Può attivarsi per creare condizioni di valutazione sociale positiva e di relativa ricaduta socio-economica, nel quadro, come osserva Blanchet 2001, d'un plurilinguisme complémentaire, individuel et collectif perçu come un bienfait, può decidere di darle una forma scritta, rispondente ai suoi bisogni, per farne, come sta avvenendo in questo momento in Italia per decine e decine di lingue locali, un raffinatissimo strumento di elaborazione poetica. Quello che è quasi certo è che una lingua locale, un dialetto di villaggio, difficilmente potrà assolvere le funzioni identitarie preconizzate dagli assertori di ideologie nazionalistiche. In questo non ho difficoltà a dare loro ragione, ma è bene che si sappia, e qui cesso di essere dialettologo o linguista o sociolinguista, che l'idea di identità veicolata da una lingua post-vernacolare, sovraregionale, standardizzata, non è un'idea neutra. Puntualmente essa si accompagna infatti con i concetti di etnie, reali o presunte, il popolo franco-provenzale, il popolo padano e via dicendo, quasi che si trattasse di dati consustanziali. Sia ben chiaro, sono perfettamente consapevole che l'uomo senza identità non esiste, e se esistesse sarebbe un mostro. Di identità l'uomo ne ha anzi moltissime, e tutte contribuiscono a motivare la sua esistenza. Ma creare, o rivitalizzare, che è praticamente la stessa cosa, una lingua soltanto per affidarle una funzione puramente simbolica, non comunicazionale, di antagonismo nazionalistico e trascurando appunto la sua funzione primaria che è la comunicazione, non mi pare la soluzione migliore, soprattutto se, come ho già avuto occasione di far rilevare, la sua creazione o la sua rivitalizzazione si fonda prodromicamente e programmaticamente sull'abbandono delle minimanze. Grazie. Je remercie le professeur Tullio Telmon de cette communication. Je n'ai pas osé la couper parce qu'elle était tellement intéressante. Donc, comme on a perdu un peu de temps, je passe tout de suite aux questions. Qui est-ce qui veut poser une question? Oui. Je pense être obligé de parler parce que je ne suis pas d'accord avec beaucoup de choses que vous avez dites, surtout avec l'importance de l'internationalisme. Les nationalismes portent à des guerres, les nationalismes sont souvent associés au nationalisme religieux et encore on a des guerres. Alors je pense que l'effort que quelqu'un fait déjà dans le monde, d'avoir un homme qui puisse parler avec tout le monde et se considérer avant tout un être humain, pas quelqu'un lié à une nation grande ou petite qu'elle soit, est un effort important et peut-être nécessaire pour le futur de notre espèce. Je pourrais continuer, mais je préfère m'arrêter ici pour dire que Zamenhof, pour moi, est une personne très importante. Je réponds tout de suite ou j'attends qu'il y ait d'autres? C'est plus simple de répondre tout de suite. D'accord. Si j'ai donné l'impression de plaidoyer pour le nationalisme, évidemment, je me suis très mal expliqué. C'était exactement le contraire que je voulais. Autre question? Tocca a me? Sì, solo 3 brevissimi punti. Direi
per un po' confermare o per dare un altro risvolto supplementare a quello che ha detto Tullio. Un primo punto è quello relativo alle risposte sì-no, l'insegnamento del dialetto a scuola. Io ho l'impressione che molte risposte siano in realtà risposte a un'altra domanda. Sareste contenti che fosse vietato l'insegnamento? Credo che l'abbiamo presa come eventualità dell'insegnamento e non una materia in più in cui il figlio può essere bocciato. In quel caso sarebbe veramente, come dire, un atto di sadismo a cui nessuno intende partecipare. Seconda cosa, quando Tullio ha detto del bilinguismo italiano-francese come elemento che rafforza, se noi ci pensiamo bene, con calma, la gran parte dei nostri testi antichi, duramente di Strasburgo, eccetera, eccetera, nascono da una situazione di trilinguismo e non di bilinguismo. Ci fosse stato il solo bilinguismo, non avrebbero sforato, e questo è importante. Ultima considerazione, una fra le cose più interessanti che hanno fatto gli illuministi piemontesi nel XVIII secolo è decidere che il Po aveva troppe anse e allora è stato razionalizzato e messo diritto. È una metafora della normalizzazione dei dialetti. Naturalmente il Po, appena ha avuto un po' di acqua, ha raddrizzato tutte queste cose e ha sfondato tutti gli argini fatti. Uno sviluppo naturale sembra che sia la cosa più normale e lasciare ai fatti la loro dinamica interna può essere una buona scelta, a mio giudizio e suppongo anche a giudizio di Tullio. Grazie. Grazie per questo soutien. Une dernière question, s'il y a? Sì, grazie Tullio, ho imparato molte cose. Mi rimane un dubbio, una domanda diciamo, alla quale io forse ho una risposta, ma è troppo confusa, allora chiedo lumi. Hai detto che il posto ideale in cui trovare la variazione è proprio nelle lingue locali. Nelle lingue locali noi effettivamente troviamo tantissima variazione che ci impedisce di vedere una norma, no? Però guardando le scale, a parte quella pellegriniana, no, in cui graduiamo dall'italiano al dialetto, che è abbastanza equilibrata, è semplice, essenziale, però è equilibrata. Guardando le altre, quella tua, quella di Sobrero, di Berruto, non solo lineari, insomma, con tutte le dimensioni di variazione, mi sembra di vedere sempre una predominanza di tipi riconosciuti sul polo della lingua nazionale e invece pochi tipi nel versante del polo dialettale. Ecco, come si concilia? Grazie. Sì, che è molto semplice. La risposta molto semplice è che, diciamo, dalla linea di discrimine che separa le varietà dell'italiano o del francese, se è la stessa cosa, e le varietà del dialetto, per giungere fino a quella che viene chiamata, che Thomas Stell per esempio chiama il dialetto italianizzato, che è la varietà diciamo più vicina all'italiano, tutto ciò che si trova al di sotto di questa linea di discrimine è talmente affidata alla variabilità, è talmente connaturata con la variabilità che non sarebbe neanche possibile di creare delle scale, delle graduatorie. Si comprende in generale in una specie di unicum indifferenziato. Bien, il est temps de passer à la communication suivante. Merci Tullio. Pour la patience. J'appelle Oui, pas de problème. Vous mettez là? Oui. D'accord. Bien, donc nous allons écouter Raphaël Maître, qui est chercheur au Centre de dialectologie et au glossaire des patois de la Suisse romande. Sa communication s'intitule « Transmission par standardisation des dictionnaires patois
à l'exemple du dictionnaire patois de Bagne. Il va, je crois, nous dire comment dans les patois on peut rendre compte de l'infinie diversité et de la variation de ce qu'on pourrait justement saisir comme des éléments et des structures d'une langue qui constitue système, n'est-ce pas? C'est bien ça votre sujet. Donc vous avez la parole pour 20 minutes. Merci. Je vais peut-être me mettre au bout. Merci. Okay. De la même manière qu'un patois se définit par sa cohérence interne et par sa différence avec ses voisins, de même qu'il se définit par ses particularités par opposition au général, les dictionnaires patois se définissent aussi chacun par leur cohérence interne, leur organisation interne, d'une part, face à d'autres dictionnaires de patois, et se définissent aussi par leur objet d'étude et leur pertinence face à un dictionnaire du franco-provençal ou de l'arpitan. C'est dire que le contexte dans lequel on fait aujourd'hui un dictionnaire de patois a beaucoup évolué, et c'est celui du franco-provençal. Le franco-provençal est une langue minorisée, dont les usages sont devenus précaires et qui est perçue comme étant en danger. C'est une langue sur 3 États, mais ce n'est la langue d'aucun État, et les États peinent à défendre et même reconnaître le franco-provençal pour l'instant, même si les directions prises sont les bonnes et convergent. Par ailleurs, c'est la langue, parmi les langues gallo-romanes, c'est celle qui est la plus fragmentée, dont la diversité interne est de loin la plus grande. D'où en partie, donc les deux points précédents expliquent en bonne partie l'absence de normes graphiques communément reconnues ou d'orthographe. La question d'aujourd'hui, c'est dans ce contexte, quel est le rôle de l'écriture, sa pertinence et comment la pratiquer, comment écrire le patois. On peut identifier 3 types de réponses en fonction du point de vue et de l'objet dont on parle. Si on veut redynamiser le franco-provençal ou l'arpitan, alors il faut l'écrire pour communiquer, et donc le rôle de l'écriture, c'est de pouvoir être utilisé pour communiquer. Plus on pourra communiquer, mieux ce sera. En revanche, si on envisage le patois, ou les patois, ou le franco-provençal, comme un élément de patrimoine, alors l'écrire, c'est pour la décrire et pour en témoigner. Et si on veut comparer les variétés de franco-provençal, alors on l'écrit pour la décrire. Ce sont 3 types de réponses auxquelles correspondent des objectifs différents. Type A, redynamiser. Les objectifs sont donc de revitaliser la langue en augmentant la force démographique, c'est-à-dire en augmentant le nombre de pratiquants, et en augmentant l'audience, c'est-à-dire le nombre de gens qui liront ou qui liront. C'est garantir l'intercompréhension, diffuser des corpus et dépasser les domaines d'usage traditionnels. Les solutions, c'est un standard orthographique supradialectal, facile à lire pour un francophone, car le français est la langue commune disons sur la totalité du territoire franco-provençal, et on fera usage donc de supragraphèmes qui ne correspondent en fait à aucun phonème et qui ne peuvent pas non plus se décliner en plusieurs phonèmes selon un calcul ou un algorithme. C'est impossible. Et donc, on envisage ce standard orthographique comme étant à prononcer selon l'accent de chaque patois, mais l'accent de chaque patois, c'est très faible pour qualifier la diversité éclatée du franco-provençal. En voici un exemple.
Je lis la bulle du milieu. Il est remoda hier à nuit dans son pays. Il a reçu une dépêche que sa mère est franc malade. Voilà, je pense que vous auriez lu à peu près comme moi. Et c'est dire donc que, même s'il s'agit de supragraphèmes, censés pouvoir être déclinés en beaucoup de variétés, eh bien, l'apparence fait qu'on va à peu près tous lire de la même façon. Et donc, on voit glisser la graphie en direction d'une langue. C'est une langue qui découle de sa graphie. Voici un autre exemple, il s'agit de patois de Savièse en Valais. Tuer les enfants que povez vont traîner une branche de sapin, vasez vont tolo zor un eau à la zor. Les migros resievont et copavont les branches. Les inconvénients sont donc l'inconvénient majeur est donc le grand écart entre le standard écrit et les variétés parlées sur lesquelles le standard écrit est censé reposer. À moins qu'il ne s'agisse d'un avantage, puisque la graphie donnera naissance à une sorte de nouvelle langue. Voilà, l'autre type, donc c'est celui qui envisage le patrimoine, donc le patois comme un patrimoine. Ses objectifs sont de transmettre une langue héritée, de témoigner de la langue naturelle, disait Tullio tout à l'heure. Alors les solutions sont tout à fait différentes. L'écrit, support de l'oral, appui pour son apprentissage, qui représente l'oral, ou disons la langue telle qu'elle est dans le savoir d'un locuteur. Et ce sont donc des graphies qu'on peut qualifier de phoniques et qui sont par définition locales étant donné la fragmentation du domaine franco-provençal. Et donc, s'il y a diversité des langues à l'intérieur de l'espace franco-provençal, on aura fatalement diversité de l'écriture, des écritures. Voici le même exemple en patois de Savièse, en graphie locale, dans une graphie locale. Je suis désolé, ça sort pas, je sais pas, il y a un petit bug là, je pense que c'est dû à la police. Tu es les enfants et les enfants qui pour oui on traîna una branche de chapin vagion tozo ina azo. On voit que c'est tout à fait différent de ce qu'on a lu tout à l'heure. Malgré ça, les graphies locales ont le même inconvénient qu'une graphie supra-dialectale, qui est que écrire c'est figé, et que si on pénètre dans la commune de Bagne en l'occurrence, ou dans n'importe quelle autre commune du domaine franco-provençal, on verra qu'elle aussi a une part de factice, et qu'elle ne représente toujours pas la langue. Et elle aussi, une fois qu'elle aura été publiée, sera prise spontanément comme une sorte de norme et induira une sorte de convergence vers cette nouvelle norme locale. Voilà. Donc, il y a un troisième type en fait de réponse qui est celui qui est lié au but de comparer les variétés du franco-provençal et de montrer leur diversité en même temps que leurs points communs. Et alors là, on a un certain nombre de graphies qui sont en réalité non pas des graphies locales, ni des graphies qui visent à standardiser le franco-provençal sur une échelle régionale, mais qui sont des systèmes qui sont conçus pour être déclinés en fonction de la variété d'une aire géographique ou plus. On peut nommer bien sûr la graphie du Brel, qui n'est pas censée constituer un standard linguistique en Vallée d'Ost, mais qui est censé pouvoir s'appliquer à n'importe quel patois de la Vallée d'Ost en respectant et en montrant ses particularités. Pareil pour la graphie du glossaire des patois de la Suisse romande, pour la graphie de Conflans, pour la graphie commune pour les patois valaisans qui existe depuis quelques années. Et on peut se demander avec Alexis Bétan s'il serait possible de créer une graphie, disons, une sorte de compromis entre ces graphies, capable de d'être appliquée à n'importe quel patois du domaine franco-provençal. Ça, ce sont des graphies systèmes.
Ah oui, voilà. Et voilà ce que ça donne. Donc, le même exemple que tout à l'heure, toujours en patois de Savièse. On voit que, en fait, on voit plus ou moins bien que c'est une graphie compromis, et on remarque qu'il y a davantage de diacritique parce que cette graphie permet de faire davantage avec les mêmes signes, avec les mêmes lettres, de faire davantage d'opposition phonologique en fonction des besoins de chaque patois. Et donc, on arrive à une série de confusions à éviter. D'une part, les graphies systèmes n'ont rien de démarche d'unification régionale de la langue. Elles sont polyvalentes et multilingues. D'autre part, les graphies locales sont les mieux adaptées à la description d'un patois, pour autant qu'elles soient bien définies dans l'introduction de l'ouvrage qui en fait usage. Et donc, si on récapitule, si on veut la communication suprarégionale, on aura avantage à développer une graphie aussi nivelée et abstraite que possible. C'est le cas par excellence de l'ORB. Si on veut décrire un patois en particulier, une langue réelle du domaine franco-provençal, une langue naturelle du domaine franco-provençal, on se dirigera davantage vers des graphies phoniques. Et les deux types de graphies, et la troisième aussi, ont des fonctions différentes, et il ne s'agit pas de faire concurrence, mais simplement de prendre acte qu'on n'a pas les mêmes objectifs, et même on ne parle pas tout à fait de la même chose. D'un côté, on parle d'un patois, c'est-à-dire d'une langue naturelle, une des variétés du domaine franco-provençal, et de l'autre, on parle de l'incarnation d'une idée de franco-provençal ou arpitan, à un niveau abstrait. Dans l'un des cas, les graphèmes signifient les phonèmes, qui, à leur tour, signifient le sens, pour parler en termes de sémiologie. Dans l'autre, les phonies signifient un sens, et les graphies, quant à elles, signifient aussi un sens, et ne passent pas par les phonies. Le dictionnaire du patois de Bagne donc fait partie envisage la langue selon le type B, à savoir un patrimoine à mettre en valeur, un témoignage, un acte de transmission et une écriture pour le faire et pour décrire le plus exactement possible la langue. Voici un article du dictionnaire du patois de Bagne et vous découvrez ainsi la graphie. Et on voit qu'elle est à base, on voit qu'elle est phonique. On voit que les voyelles toniques sont en caractère gras et que les finales atones sont en petits caractères. C'est une manière, disons, intuitive de transmettre la structure accentuelle du patois. Voilà, je vous passe l'explication bien sûr des autres choses. Et puis, donc cette graphie, elle synthétise des matériaux nombreux qui viennent de dizaines de sources différentes et chaque source a son système graphique. En voilà un qui est très clair. Et en voilà un autre où on voit que le phonème O est ici représenté par de deux façons différentes, histoire d'essayer d'être le plus clair possible, parce qu'on n'arrive pas à être clair en une seule fois. Donc on a ici un O accent grave pour O, et puis une sorte de transcription par correspondance avec l'orthographe française, OT, qui en Suisse romande comme en Belgique se prononce O ouvert. Pour le bourg, bo. Voilà. Et puis on voit que, pardon, une autre source utilise le même graphème pour un autre phonème, au accent grave pour bo. Pour bo, on va voir si ça marche. Ça marche pas, c'est pas grave. Pour bo. Et donc, la graphie, une graphie locale, devient un standard, une schématisation de la variété des graphies et se base sur la phonologie. Voilà le même phonème par une autre source,
Lui met aussi le O accent grave pour le timbre, et puis il ajoute un autre O avec un signe de longueur pour bien marquer la longueur. Bon, et pour être sûr qu'on comprend bien, il précise prononcer comme mort sans l'air, ce qui fait mort, n'est-ce pas? Donc là, ce faisant, les correspondants du glossaire qui ont produit ces fiches qui servent à l'élaboration du dictionnaire du patois de Bagne expriment la difficulté et l'arbitraire de la graphie. Et c'est une graphie phonologique qui vient résoudre les problèmes. Voilà d'autres exemples. Et je vous remercie de votre attention. Bien, je remercie Raphaël Maître de cette intervention qui pose le problème des graphies, les avantages et les inconvénients des différents systèmes graphiques que nous connaissons. Je pense que son intervention a suscité un certain nombre de questions, donc je demande, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut poser des questions? C'est vraiment très désagréable. Là, voilà, je vais me mettre là. Est-ce que quelqu'un veut poser une question? Pas de questions? Ça veut dire que... Ah. Salut Raph. J'aurais pas peut-être placé la graphie du Braille dans les systèmes d'écriture qui n'ont pas l'intention d'être standard. Parce qu'en effet, on a essayé de le faire. On a essayé de rendre le système d'écriture du Braille, entre guillemets phonétique, un système standard, fixe, et que soit lui et seulement lui le système pour écrire le patois et les DOST. Je dis on n'a pas réussi parce que moi aussi, il y a quelques années, j'étais de cette idée. Pour des questions plutôt, je dirais, politiques, ça n'a pas marché. Parce qu'au moment où le Braille a voulu stopper certaines publications pour les publier dans ce système-là, l'assesseur a dit non. Il fallait l'écrire dans le système Vautrin, parce que c'était l'auteur. Ce qui a porté à des situations un peu paradoxales. C'est-à-dire que le petit livre qui a été publié a été distribué dans les écoles, dans le système Vautrin, et les animateurs du Braille qui devaient faire les animations avec le système du Braille se sont retrouvés avec des enseignants qui lui ont dit « Ah, on a reçu le petit livre, on a déjà fait un bon travail, et voilà, et l'animateur a dû les changer. » Parce que l'animateur travaillait pour le Braille. Mais le petit livre qui a été support des enseignants était dans l'autre système. On a eu l'intention, en quelque manière, de rendre aussi pour les maîtres de patois, le système du Braille est un système aussi d'enseignement et un système aussi qui est en quelque manière standardisé. On ne peut pas décider, sauf intention individuelle, de dire maintenant je vais écrire d'une autre manière quand je fais mes cours de patois. L'autre problème, c'est que pour certains aspects, les gens peut-être ne se rendent pas compte de ce qui se passe, par exemple, sur les journaux, quand on regarde les mots écrits en patois dans les journaux, ou sur les panneaux qui, sur le poster, il y a la fête du raisin, la fête, etc., de la fèche, des arbres. On ne se rend pas compte qu'il y a un décalage entre ce qu'on trouve sur les journaux, ce que les gens écrivent normalement, et ce qu'on enseigne dans le système du Braille, et aussi pas mal d'auteurs qui continuent d'utiliser un autre système qui n'est pas celui du Braille pour écrire leur poésie, leurs textes. Il y a vraiment deux mouvements parallèles
Et maintenant, je suis en quelque manière content que le système du Braille n'est pas devenu un système standard, parce qu'il y a des trucs sur lesquels il faudrait réfléchir, parce qu'effectivement, au moment où à 10 articles où la Desarpe a écrit avec un S, et nous on continue de l'enseigner à écrire avec un Z, il y a un problème. Alors il faudrait réfléchir sur ce plan-là et voir un peu qu'est-ce qui se passe. Quand même, c'est tout bon. Merci. Si vous avez compris, vous m'expliquez. Merci. Alors, la multiplicité des graphies, la diversité des graphies fait partie du patrimoine de l'espace franco-provençal. Ça, c'est un point. Donc, une graphie, on peut pas, si elle existe, on ne peut pas la faire taire, sauf à en fait, nuire au patrimoine culturel de l'espace franco-provençal. Alors après, chaque graphie a sa fonction, a sa pertinence. Et moi, en fait, quand j'ai cité le Braille, la graphie du Braille à ce moment-là, ça donne rien. Ah oui, d'accord. J'ai compris. En fait, je faisais allusion à l'intention de la graphie Braille, à sa création avec Ernest Sulé. En fait, il s'agit non pas d'un standard, disons d'une graphie censée représenter un standard linguistique valdotin, mais il s'agit d'un système qui permet d'écrire n'importe lequel des patois valdotins, et même les uns à côté des autres, pour montrer leurs différences et leurs points communs. C'est en cela que la graphie Braille est un système. Après, cette graphie, elle a aussi son histoire, et puis effectivement, sur un Z ou un S intervocalique, etc., voilà, ça fait partie. C'est des problèmes qui font partie de son histoire, comme en fait, ils font partie de l'histoire de toutes les graphies. Il y a une question. Merci. Je voulais seulement répondre à Andrea. Je ne vais pas entrer dans les détails de la graphie du Braille. Je n'ai parlé pendant 30 ans et je n'ai dit assez. Et je me tais. La seule chose qui ne correspond pas à la vérité, c'est que tu as dit que l'administration régionale a stoppé des publications qui n'étaient pas... oui. Et ces renseignements, où tu les as pris où tu as pris ces renseignements à la réunion du Braille. Et selon toi, l'administration a stoppé des publications. Cela, qui est-ce qui l'a acheté? Toi ou l'administration régionale? Voilà. Elle a stoppé? Non. Oui. Mais elle n'a pas stoppé aucune publication. C'est là qu'il faut dire. L'administration n'a stoppé aucune publication écrite dans une graphie différente à celle du Braille. C'est seulement ça que je voulais ajouter, puisque l'administration a été appelée en cause, et ce n'est pas vrai. Elle a toujours acheté les livres de Marco Gall, le Petit Patoisan, le dictionnaire, comment ça s'appelle, le Saint-Exupéry, le Petit Prince, etc., etc. La Bible, c'est des ouvrages que l'administration a achetés et qui n'étaient pas écrits dans la graphie du Braille. Aucune publication n'a été stoppée. C'est tout. Merci. Oui. Non, je crois qu'elle avait... Non, ah bon, pardon. Comme j'expliquais, on est en liaison Internet avec le monde. On a pour le moment une question de Savièse, donc pas beaucoup éloigné de chez toi. C'est donc Zach Mounir qui pose la question suivante. Una grafia supradialettale deve essere prononcée avec l'accent de départ. T'as pas lié le testo avec le ton accent?
E t'ha dedui che la creazione della novela? No, chaque dialetto può écrire lo son patois en ORB. Il sanze pas lo patois de base et lo transgreffien en ORB. Salut Jacques. Alors, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui arrivent comme toi à passer d'un patois local à, disons, à une mise en graphie Stich. Franchement, c'est quelque chose qui m'épate. Mais il faut quand même que tu reconnaisses que tu fais partie là d'une certaine élite et d'une minorité certainement très petite. Et la majorité probablement est une majorité, ou en tout cas une bonne partie des gens qui utilisent la graphie Stich entrent ainsi dans le monde du franco-provençal et donc partent de la graphie pour arriver à une prononciation. Et il existe même, indiqué par Stich, une prononciation, je ne sais plus quel adjectif il utilise, indicative peut-être, qui permet en fait voilà, d'entrer dans la langue à partir de... Et jamais quelqu'un qui ne connaît pas le patois de Savièse n'arrivera à reconstruire le patois de Savièse en fonction d'un ensemble de règles de lecture de la graphie Stich. C'est pas possible. Par exemple, cloche s'écrit C2LOCHE. Impossible disons, d'imaginer un algorithme qui produise dans le bas Valais Schlotz et dans le Valais central Kios, avec un tse, donc une affriquée dans le bas Valais, et une spirante une constrictive dans le Valais central. C'est juste pas possible, il faut connaître le patois de Savièse et la graphie Stich pour pouvoir faire ce jonglage. Bien, je crois qu'il est temps que nous passions à la pause. Cette question, je la reposerai un peu ce soir dans mon intervention, donc s'il y a des questions, parce que là on a pris beaucoup de retard, donc merci beaucoup et on fait la pause et on se retrouve, non pas dans une demi-heure comme prévu, mais on pourrait se retrouver dans 20 minutes.